Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour et bienvenue dans ce book club du festival à l'école de l'Anthropocène, en public depuis le Café Pilot au Collège Truffaut dans le 1er à Lyon et en direct ou plus tard en replay sur Radio Anthropocène. Je suis Bérénice Gagne et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le géochimiste Jérôme Gaillardet qui vient nous parler de son ouvrage « La Terre habitable » ou « L'épopée de la zone critique », paru aux éditions La Découverte en 2023. Bonjour et bienvenue Jérôme Gaillardet. Bonjour. Jérôme Gaillardet, vous êtes professeur de sciences de la Terre à l'Institut de physique du Globe de Paris et membre de l'Institut universitaire de France. Vous menez des recherches sur les cycles bio-géochimiques et particulièrement sur la composition chimique des rivières. Merci de passer nous voir à Radio Anthropocène. Si vous le voulez bien, commençons par vous écouter dans le texte avec la lecture d'un court extrait de votre ouvrage « La Terre habitable » ou « L'épopée de la zone critique ». Ce livre est né de la nécessaire reconnexion que nous, humains, devons opérer avec ce que nous continuons à appeler la nature, sans que nous ayons bien pris le temps de savoir de quoi nous parlons, si ce décor a encore un sens, s'il en a jamais eu un. Même si les projets de s'extraire de la planète, d'aller coloniser Mars sont accueillis avec enthousiasme par les médias et envisagés sérieusement par quelques milliardaires inconscients, il est temps de comprendre que nous n'avons pas d'autre échappatoire que de continuer à vivre sur la planète Terre. Une condamnation bien délicieuse, car nous sommes les produits de l'évolution de 4,5 milliards d'années de transformation d'une planète ou d'une partie de la planète, et y sommes inféodés. Nous sommes condamnés à être nous, à demeurer les produits de cette transformation. Mais nous dépendons des autres, des vivants bien sûr, et au-delà des non-vivants. Ensemble, ils constituent la partie habitable de la Terre, une partie plutôt terrestre, continentale de la planète. Ce livre propose une lecture un peu décalée par rapport aux discours géologiques, climatiques et écologiques ambiants. Il procède du nécessaire atterrissage que l'écologie politique invoque de plus en plus, de ce retour à la Terre, à Gaïa, comme le dirait Isabelle Stengers ou Bruno Latour. Dans ce livre, j'ai voulu raconter comment une nouvelle génération de scientifiques, issus de domaines aussi variés que la physique et la sociologie, travaillent conjointement à ce retour à la Terre. Non pas la Terre globe, mais celle que je décris de ma fenêtre. Cette Terre habitable, cette Terre habitée, et bientôt inhabitable si nous n'y prenons garde, si nous ne lui accordons pas l'attention et le soin qu'elle mérite. Dans ce livre, j'ai voulu faire varier la focale, ne pas me fixer sur les vivants, mais sur le tout qui les associe aux non-vivants, faire parler l'argile, le calcaire, autant que la bactérie et le chêne. Ce décentrement est aussi un voyage dans le temps, ou plus exactement dans les temps, car s'il y a bien un temps linéaire, les temps s'emboîtent, inégaux et imparfaits, sortent de turbulences du temps qui s'écoule. De la reconnaissance de ces temps dépendra notre aptitude à vivre sur la planète au cours des décennies et des siècles à venir. Les progrès du savoir scientifique, en géologie, climatologie, écologie et dans d'autres disciplines plus spécialisées, qu'il conviendrait d'appeler les sciences de la Terre, dans un sens renouvelé, ont été immenses durant le dernier siècle. Pourtant, nous n'avons pas pris le temps d'y réfléchir et d'inventer le fil narratif qui les relie et leur donne leur place dans nos actions. Il est temps de nous reconnecter à la Terre, pas à celle que l'on voit depuis la navette spatiale, mais à sa partie habitable, infiniment ténue, à sa peau. Il est temps de se réapproprier le sol, les territoires, les montagnes et tous ces lieux comme étant les entités de nos vies, d'y ajouter la dimension verticale et temporelle dont nous les avons privés depuis que nous pensions habiter le globe et non la Terre. Ce livre n'a pas d'ambition politique immédiate. Il ne propose pas une liste de solutions aux problèmes environnementaux concrets et souvent monstrueux qui se dressent devant nous. Il se situe dans la perception de la Terre par les humains, de l'attention à y porter et de la représentation qu'offre une vision plus intégrée sur des temps longs. C'est pas banal pour un géochimiste d'écrire un essai à la fois savant, poétique et philosophique comme le vôtre, Jérôme Gaillardet.
On l'a même qualifié d'ovni, ici ou là, ce qui est quand même le comble pour un professeur de sciences de la Terre. Vous livrez le récit autobiographique d'un scientifique doué d'intelligence, ça on n'en doutait pas, mais aussi d'émotion, de sensibilité et surtout d'une plume véritablement poétique. J'écoutais cette semaine Yvan Jablonka parler de son dernier livre, Le troisième continent ou la littérature du réel, qui vient de paraître au Seuil cette semaine. Il propose une troisième voie au partage du monde entre la fiction romanesque d'un côté et la recherche savante de l'autre. Cette troisième voie, composée de récits, biographies, reportages, etc., représente ce qu'il appelle une littérature du réel, animée par la volonté de comprendre. Yvan Jablonka réhabilite leur potentiel littéraire. Votre récit mobilise certes une écriture de l'enquête, mais aussi la poésie. Vous écrivez par exemple que nous ne vivons plus sur la terre, mais en elle. Nous vivons dans sa peau. D'où vous vient ce goût pour la poésie? Waouh, difficile la question. Je sais pas, j'ai toujours eu un amour des mots. Depuis que je suis tout petit, je me rappelle que j'écrivais des poèmes à ma maman. Et voilà, non, je sais pas. Mais il ne faut pas croire que le langage scientifique n'est pas poétique. Il y a une poésie dans le langage scientifique. En particulier, les scientifiques utilisent, même sans s'en apercevoir, plein de métaphores qui sont certes pas de la poésie, mais qui se rapprochent, ou qui nous éloignent de ce qu'on pourrait penser être un langage abrupt que les scientifiques n'utilisent qu'entre eux. Et ça aussi, ça fait partie du travail que de les mettre en évidence, ces métaphores, et de les travailler. Je pense que c'est très important en sciences. Et vous parlez du soin que nous sommes amenés à apporter à la Terre, et vous, en tout cas, vous avez apporté un véritable soin à la langue aussi, pour parler de cette Terre. Alors revenons sur un terrain plus attendu. Jérôme Gaillardet, vous êtes le scientifique qui a importé en France la notion de zone critique. Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspond cette zone critique ? Donc la zone critique, en effet, c'est un terme qui a été proposé par un conseil scientifique aux États-Unis. Un conseil scientifique qui regardait les grandes orientations de la science à l'horizon d'une dizaine d'années. Et c'était dans l'idée de déconstruire un peu des disciplines qui s'étaient trop spécialisées. Et très exactement, l'histoire est venue du fait que quand on compare les résultats que l'on obtient en laboratoire à ceux que l'on obtient sur le terrain, dans la nature, il y a toujours un laïus, il y a toujours un hiatus, il y a toujours un problème. On a du mal à les faire se rencontrer, on a du mal à les mettre en accord. Et la raison de ça, c'est que quand vous faites une expérience dans un laboratoire, vous sursimplifiez la nature parce que vous voulez isoler un paramètre, et du coup, à la fin, vous finissez par produire des résultats qui ne sont plus applicables à ce que vous étudiez dans la nature. Donc c'est un peu le mouvement inverse de ce qu'a fait un Pasteur, par exemple au 19e, où Pasteur, il a isolé dans son laboratoire des microbes qui étaient responsables de maladies compliquées qu'on ne comprenait pas. Et l'initiative Zone Critique, elle est née de la nécessaire reconnexion de résultats de laboratoire, donc faites par des chimistes, faites par des physiciens, faites par des biologistes ou des microbiologistes, mais dans un mouvement de retour sur le terrain, d'atterrissage, comme aurait dit Bruno Latour, en prenant en compte la complexité du terrain. Parce que dans le terrain, il n'y a jamais un facteur qui va jouer tout seul, c'est jamais une réaction chimique, c'est jamais une réaction physique, c'est jamais l'influence de microbes, c'est tout à la fois. Et cette complexité-là, il faut savoir la gérer. Et les sciences ne sont pas prêtes, les sciences traditionnelles ne sont pas prêtes à le faire, parce que souvent on dit à un scientifique quand il se forme, il faut simplifier le problème, et si c'est complexe, c'est pas intéressant. Ben non, en fait, dans l'Anthropocène, on a à gérer des problèmes qui sont par essence compliqués, où tout interagit avec tout, et donc il faut une nouvelle approche. Et cette approche zone critique, donc là je parle surtout de l'épistémologie du terme zone critique, comme un mouvement scientifique, est partie de ça, une espèce de reconnexion de toutes ces sciences qui se sont par trop séparées. Vous savez, c'est très spectaculaire, hein. Vous discutez avec un hydrologue,
ou avec un hydrogéologue, ce qui pourrait être des disciplines scientifiques, des tribus proches, mais en fait, ils ne se comprennent pas, ils ne parlent plus le même langage. Et dans la vie politique, c'est la même chose. Il y a une institution qui surveille les rivières, il y a une institution qui surveille les nappes phréatiques, en France par exemple, et ce n'est pas les mêmes gens. D'accord ? Donc on est arrivé à des situations incroyables où la Terre, parce que c'est ça finalement l'objet d'étude, est complètement divisée dans de multiples disciplines, fait l'objet. C'est un peu comme la médecine. Les médecins se sont hyper spécialisés et la médecine holistique, c'est aussi cette tentative de reconnexion, de considérer l'organisme comme un tout, comme un ensemble, et si on déstabilise une toute petite partie de l'édifice, c'est tout qui bouge. Voilà, donc la zone critique, c'est ça. Ensuite, sa définition, j'en termine ensuite, sa définition très concrète, c'est un objet qui est physiquement très bien identifié, qui va entre l'atmosphère, on va dire, et sous nos pieds, les roches dures, inhabitables. La Terre, c'est une planète du système solaire qui a une caractéristique, c'est que c'est une planète rocheuse. Elle est comme la Lune, elle est comme Mars, elle est comme Vénus. Mais, à la différence de ces planètes que je viens de citer, à sa surface, c'est plus des roches. Le petit robot qui se balade sur Mars, il n'a photographié que des cailloux. Mais sur la Terre, à part si vous allez vous balader à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes, ce n'est pas des cailloux qu'un petit robot va voir. Il va voir de l'eau, il va voir du sol, il va voir des vivants. Et donc tout ça, c'est la zone critique. Et cette zone critique, on peut très bien la définir comme la partie de la planète rocheuse qui, dans son histoire géologique longue, a été transformée en quelque chose d'habitable. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans l'extrait que vous venez de lire, je dis « Nous n'habitons pas cette boule qui ressemble à la Lune, qui ressemble à Mars, qui ressemble à Vénus, vue de la navette spatiale, mais on habite une planète qui a quelque chose de complètement original par rapport à ses frères, ses sœurs qui l'entourent, c'est qu'elle a développé une pellicule, je ne sais pas comment le dire, fragile, meuble, poreuse, habitable. Alors on l'entend, vous avez un profil atypique pour un géochimiste. Et vous allez rejoindre tout à l'heure le compositeur et metteur en scène Jean-Pierre Sévos pour un atelier de création. Vous avez également compagnonné avec le sociologue des sciences Bruno Latour, qui a adopté et même métabolisé cette notion de zone critique. Et c'est pour lui une nouvelle approche scientifique, une approche sensible, mais aussi une science qui contribue à transformer nos représentations de la Terre. Qu'en pensez-vous et comment, à votre avis, cette notion de zone critique modifie nos perceptions et nos représentations ? Alors, ce qui a attiré Latour en philosophe, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit « Mais pourquoi vous avez appelé ça la zone critique ?» Et j'ai répondu une réponse que je ne donnerai plus aujourd'hui. J'ai dit c'est ce conseil aux États-Unis qui a trouvé que c'était une des pellicules critiques pour la régulation terrestre au cours des temps géologiques. Il y en a d'autres. Il y a la couche d'ozone. Il y a la zone d'Esgonde à l'interface entre le noyau et le manteau de la Terre qui est responsable des inversions du champ magnétique peut-être. Enfin, il y a d'autres zones critiques, mais celle-là, on lui a attribué le terme de critique. Voilà. Et lui, il me répond, je lui dis d'accord, mais ça c'est bien, mais critique, ça veut aussi dire dont il faut s'occuper. Il y a cette notion du care, il y a cette notion de il faut y faire attention. Et c'est là où, finalement, la zone critique, elle rencontre un succès dans les sciences humaines et sociales, parce qu'elle emporte avec elle cette notion de il faut y faire attention. C'est la seule zone, en fait, que nous avons d'habitable. Je le redis, on ne vit pas dans la haute atmosphère, on ne vit pas dans la profondeur des roches. C'est des conditions qui sont incompatibles avec la vie. On est confiné dans cette toute petite pellicule. Voilà. Et donc, du coup, c'est un objet frontière, au sens où il rend possible une discussion entre un sociologue, un anthropologue, et un géochimiste, un géologue. Et ça, c'est absolument fantastique. L'anthropocène, c'est un terme qui vient de la géologie, vous savez, même s'il n'a pas été proposé par un géologue. C'est un autre terme frontière, malmené. On va en parler. Je pense que la zone critique, c'est un meilleur terme frontière, pour le coup. Alors, vous écrivez que les roches maintiennent l'air respirable. Alors, ça contrevient à tout ce que j'ai appris à l'école sur le rangement maniaque entre l'inanimé d'un côté, l'animé de l'autre.
Est-ce que les roches appartiennent au processus de la vie? Et alors, une petite question comme ça en passant, hein, comment peut-on définir la vie? Alors, la deuxième question est difficile. La première question est beaucoup plus facile. Dans le bâtiment qui nous entoure, il est fabriqué par des roches, ce sont des calcaires qui contiennent des tas de coquilles. Donc là, vous avez la preuve que ces roches ont été construites par des coquilles, des organismes vivants qui vivaient il y a très exactement à peu près 180 millions d'années. Donc en fait, on vit dans les ruines des vivants, pour reprendre l'expression d'Anna Tsing, en fait. Et ce que fait la Terre depuis qu'elle existe, c'est qu'elle passe son temps à recycler le matériau, et les vivants ont joué un très grand rôle, parce que les vivants, cette pellicule habitable, ils l'ont forgée, essentiellement. Donc ça, c'est un des arguments de Gaïa. Je ne sais pas si on viendra sur Gaïa un peu plus tard dans la discussion, mais les vivants se sont organisés au cours de leur longue évolution pour maintenir les conditions leur permettant de se reproduire, de transmettre leurs gènes, etc., de continuer à évoluer. Donc, ma définition de la vie, par exemple, quand on fait un cours de géologie, on apprend le cycle des roches. Donc, c'est exactement comme le cycle d'une bactérie. Les roches ne se reproduisent pas, mais toutes les roches sont liées entre elles par un cycle. Les calcaires qui nous entourent, un jour, ont été des roches volcaniques qui se sont fait dégrader par le gaz carbonique de l'air. Elles l'ont mangé, et en le mangeant, elles se sont transformées en quelque chose d'autre. Des fleuves ont apporté ces matériaux à des océans disparus. Enfin, on peut décrire une forme de vie de tous ces matériaux que l'on nous dit inanimés, abiotiques. La série d'adjectifs est très longue, mais en fait, ce sont des manifestations de la vie. L'argile dans laquelle on plante nos graines, c'est une transformation des roches par des vivants. Donc c'est pas vivant, mais c'est le produit de la vie, d'une certaine manière. Donc je ne vais pas répondre à la question « qu'est-ce que la vie ?» C'est trop piégeux, mais voilà, dans une conception un peu large de la vie et de ses conséquences, moi j'aime bien dire que les non-vivants sont aussi un peu des vivants, quoi. Alors, puisqu'on a commencé à parler du sol, hier, à ce même micro, je recevais l'urbaniste Sylvain Grisot qui a une question pour vous. Que va devenir le sol hétérogène et pollué des villes? Que va devenir le sol hétérogène et pollué des villes? Est-il toujours pollué? Déjà, je ne suis pas sûr. Il y a des articles qui commencent à sortir qui montrent que sous le béton, en fait, on a recouvert des sols qui contiennent beaucoup de matière organique, et que, en fait, les villes ont une capacité à séquestrer du carbone organique. C'est la grande mode, hein, de trouver des moyens de séquestrer le gaz carbonique. Donc finalement, de planter des végétaux, de développer un sol organique pendant une vingtaine d'années et de le recouvrir de béton, si je voulais être un peu provocateur, c'est presque bien, parce que ça met en banque, à la banque, du carbone organique, qui est une forme de stockage non à long terme, à moyen terme, on va dire. Voilà. Ensuite, en fait, les villes, elles changent aussi avec le temps. Les bâtiments, le béton, par exemple, qui est une construction humaine, qui ressemble d'ailleurs à une roche volcanique, hein. On peut assez bien faire l'analogie entre ce qu'un volcan construit et ce que les humains ont construit en construisant des bâtiments en béton. Ce béton, il réagit avec le gaz carbonique de l'air, exactement comme les roches réagissent avec le gaz carbonique de l'air. Et on pourrait faire une balade urbaine où je vous montrerai qu'on commence à faire des calcaires en faisant réagir ce ciment dans les villes. Et ça, c'est des réactions naturelles, entre guillemets, parce que le mot nature, je l'emploie avec précaution, mais qui se produisent exactement de la même manière dans des milieux urbains ou pas urbains. En plein cœur du Massif central, on a exactement les mêmes réactions au contact des roches volcaniques. Donc la ville, c'est pas quelque chose qui est fixé. Alors, on va y venir peut-être, mais on parle de temporalités qui sont longues. Voilà. Mais si on veut reverdir nos villes, si on veut désimperméabiliser nos villes, si on veut les rendre plus vivables, je pense qu'il va falloir réintégrer aussi des temps longs.
Après une expédition scientifique sur l'Amazone en 2005, vous montrez avec vos collègues que 90% des sédiments que le fleuve exporte vers l'Atlantique proviennent de l'usure des pentes et des montagnes des Andes. Et que par cette érosion, la cordillère participe à l'absorption d'une bonne partie du CO2 planétaire. Alors en cette journée mondiale de l'eau, pouvez-vous nous expliquer ce fonctionnement et les conclusions que vous en tirez sur les interactions qui animent nos milieux, nos systèmes complexes ? Donc ça, c'est une découverte qu'on doit à un scientifique franc-comtois qui s'appelle Ebelmen. Il est complètement tombé dans les oubliettes. Son nom figure sur la Tour Eiffel, mais pas du tout pour ça. C'est un chimiste, un petit élève, on va dire, de Lavoisier, et il s'amusait à faire des analyses le dimanche dans son laboratoire. Et il montre quelque chose d'absolument étonnant, c'est que pour faire de l'argile, par exemple le kaolin, qu'à l'époque on utilisait beaucoup pour faire de la porcelaine, d'ailleurs il finira directeur de la manufacture de Sèvres, pour faire du kaolin à partir d'une roche comme un granit par exemple, il faut le faire réagir avec le gaz carbonique de l'air. C'est la manière dont le kaolin est formé. Donc ce garçon, en 1845, publie un article qui permet de comprendre, et qui n'a pas une ride, comment la Terre a fabriqué du kaolin en transformant ces roches avec le gaz carbonique de l'air. Donc double action, non seulement cette opération, elle consomme le gaz carbonique de l'air, ce qui est absolument génial parce que du coup ça diminue l'effet de serre, ça rend la planète habitable. Souvenez-vous que Vénus, notre petite sœur à côté, elle n'est pas habitable pour cette raison qu'il y fait beaucoup trop chaud, parce qu'elle n'a pas retiré son gaz carbonique de son atmosphère, et la Terre qui est devenue complètement habitable avant qu'une certaine espèce décide de réinjecter du gaz carbonique dans l'atmosphère à des vitesses absolument incroyablement rapides. Bref, pour revenir à Ebelmen, il comprend ça, et il comprend que la même opération fabrique cette pellicule habitable. Fabrique les argiles, les sols, permet à l'eau de s'infiltrer à la surface de la Terre, etc. Donc crée la zone critique. Il n'a pas évidemment inventé ce concept, il est venu plus tard, mais Ebelmen, c'est probablement le découvreur. Donc quand on va dans l'Amazone, comme toutes les grandes rivières, elle intègre la surface de la Terre. C'est comme quand vous allez chez le médecin, vous faites une prise de sang. La prise de sang, elle dit plein de choses sur votre métabolisme interne, mais elle en fait la moyenne. Et le médecin, ensuite, il doit trouver qu'est-ce qui ne va pas, si vous avez trop de sodium ou si vous avez une hormone qui est trop élevée ou pas assez. Il doit faire son travail d'enquête. Échantillonner l'Amazone, c'est faire une prise de sang de la Terre, c'est regarder si la composition de l'Amazone, on peut l'expliquer facilement ou s'il y a des dérèglements. Et moi, mon boulot, c'est d'étudier les fleuves et de les utiliser exactement comme un médecin fait une prise de sang pour comprendre les processus. Et dans l'Amazone, on voit très bien tout ce gaz carbonique qui est absorbé par la dégradation des roches, préférentiellement dans les Andes, parce que c'est dans les Andes qu'il pleut, parce que c'est dans les Andes qu'il y a des pentes, donc c'est là où le cycle de l'eau est le plus abondant. Voilà. Alors on parle beaucoup d'Anthropocène ici, à l'école de l'Anthropocène. D'ailleurs, vous nous avez fait l'honneur d'intituler un des paragraphes du livre « À l'école de l'Anthropocène ». Merci. Je ne savais pas. Chut, faut pas le dire. Et c'est une notion qui reconnaît donc l'impact des activités humaines sur la Terre en tant que planète. Et pourtant, pour la Commission internationale de stratigraphie, un groupe qui relève de l'Union internationale des sciences géologiques, nous sommes encore dans l'Holocène, l'époque géologique qui a commencé avec la période interglaciaire il y a 12 000 ans. Il y a quelques jours, en effet, les experts et expertes en géologie et en stratigraphie, la science qui étudie les différentes couches géologiques ou strates, qui discutaient depuis une quinzaine d'années sur l'existence d'une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, ont conclu que nous ne sommes pas entrés dans une nouvelle époque géologique. Jérôme Gaillardet, qu'est-ce que ça change ? Et question subsidiaire, peut-on dire que l'espèce humaine est devenue une force géologique ? Alors la réponse à la deuxième question, elle est évidemment oui. Et il n'y a que quelques stratigraphes qui pensent que non, ou qui ne veulent pas, en tout cas, faire figurer ça dans le calendrier géologique. Moi, je dois vous avouer, et je suis de très loin pas le seul, que ce problème de définition d'Anthropocène ne me passionne pas. Mais là où je deviens inquiet, c'est quand le fait que quelques stratigraphes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le début de cette période, ça donne une excuse à ceux qui pensent que l'action de l'humain sur la planète est insignifiante pour continuer à agir comme ils ont agi. Et ça, c'est très ennuyeux. Parce que si on commence à entendre
des choses du style « regardez, même les scientifiques ne sont pas tous d'accord ». Non, attention, d'abord les stratigraphes, ce n'est pas tous les scientifiques. Le groupe en question, c'est un tout petit groupe. Et honnêtement, ces activités sont quasi inconnues de la plupart des scientifiques qui, moi, m'entourent. Donc je trouve qu'on a un petit peu trop mis le projecteur sur la définition de l'Anthropocène. Mais prenez n'importe quel élément chimique, regardez le cycle aujourd'hui, les quantités de ces éléments qui sont mobilisés, par exemple dans l'Amazone, ben vous verrez que c'est évident que l'espèce humaine, elle a un rôle géologique. Par géologique, on veut dire qu'il est comparable aux autres facteurs qui influencent la composition des rivières, si on s'en tient à la composition des rivières. Donc, il n'y a même pas de sujet. C'est évident que l'action de l'homme sur la planète, elle est en train de bouleverser sa trajectoire géologique. Voilà. Maintenant, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le fait que quelques stratigraphes n'arrivent pas à se mettre d'accord nous pénalise et gêne ce concept qui, de nouveau, est un concept frontière. C'est-à-dire que l'Anthropocène, évidemment, ça va faire discuter des sciences sociales et des sciences expérimentales qui se retrouvent, puisque la géohistoire, comme le dit Chakrabarty, rencontre l'histoire des hommes. C'est magnifique. Et du coup, les sciences sociales qui avaient fait leur objet d'étude les humains, tout à coup, sont obligés d'incorporer dans leurs études la Terre, puisque la Terre réagit aux actions des humains. Donc ça, c'est l'Anthropocène. Est-ce qu'il fallait mettre le mot « scène » derrière anthropo? Est-ce que anthropozoïque, comme ça avait été proposé bien avant d'ailleurs Crutzen, c'était pas la solution la plus raisonnable? Bon, bah c'est fait. Moi, je pense que d'avoir mis scène, c'est un peu de la provocation. Ça a réveillé, ça a énervé un certain nombre de géologues parce que Crutzen n'est pas un géologue. Crutzen, c'est un chimiste. Et donc, qui c'est ce chimiste pour nous expliquer comment marche le calendrier géologique? On peut le dire un peu comme ça. Il y avait l'équivalent au siècle avant. Wegener, météorologue, dit aux géologues, regardez, je crois bien que les continents bougent. Et tous les géologues à l'époque ont dit, mais enfin, c'est pas possible. Si les continents bougent, il y a belle lurette qu'on le saurait. Bon, voilà. Donc, l'histoire des sciences, elle est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ces définitions-là de la bureaucratie stratigraphique, parce que c'est vraiment de la bureaucratie stratigraphique. Quand on en est amené à voter en science, excusez-moi de le dire, mais c'est plus de la science. Aucune découverte scientifique n'est jamais votée. Elle est admise par les pairs petit à petit dans un processus de review, de relecture et de redécouverte des arguments. Ce n'est jamais voté. Là, on est en train de voter. Bon. Voilà, j'arrête sur l'Anthropocène. Alors, on va continuer à parler des sciences, parce que dans le paragraphe que je citais tout à l'heure, à l'école de l'Anthropocène, vous dressez un constat sévère d'une organisation des savoirs défaillante. Je vais vous lire. Les sciences de la vie et de la terre prennent bien soin de séparer les mondes de l'animé et de l'inanimé, et gardent à distance les sciences sociales de la terre, réfugiées dans un enseignement d'histoire et de géographie désormais hors sol. Et un peu plus loin, le dégoût pour les sciences expérimentales que semblent éprouver les futurs décideurs publics, dont les cursus sont entièrement tournés vers les sciences humaines et sociales, n'augure rien de bon dans un monde où sciences de la terre et politique doivent s'accorder pour nous faire atterrir. Vous appelez à l'ouverture d'une nouvelle école qui rassemble les savoirs sur la Terre, qui les hybride, qui crée les conditions d'émergence d'une véritable médecine de la Terre. À quoi ressemblerait cette nouvelle école? Vous allez me dire, on y est, c'est l'école de l'Anthropocène. Oui, ce serait bien que ce soit l'école de l'Anthropocène, mais il faut tout revoir, les programmes, et il faut tout revoir, à mon avis, le découpage des disciplines. Cette discipline que, quand j'étais petit, on appelait les sciences naturelles, qui est devenue sciences de la vie et de la terre. Alors, on ne sait même pas si c'est sciences de la vie terre, si c'est sciences de la vie ou de la terre, sciences de la vie et de la terre. À mon avis, n'est pas une bonne dénomination. J'ai des tas de témoignages d'élèves en première année d'université qui me disent « on ne fait jamais de géologie ». Pourquoi? On fait de la biologie, et encore, on fait de la biologie moléculaire. Moi, je crois qu'il est temps de dispenser d'un enseignement sur la Terre, tout simplement, mais qui ne sépare pas la géologie de l'écologie. L'écologie, elle est traitée ailleurs, elle n'est pas traitée en géologie. Or, instituer une frontière entre ce qui est du domaine de l'écologie et ce qui serait du domaine de la géologie ne se justifie que par une chose, les temps.
L'écologie étant plutôt sur des temps courts et encore, et la géologie étant plutôt sur des temps longs et encore, parce qu'un séisme, ça dure quelques secondes. Et ça, il faut arrêter ça. Et il faut montrer que la Terre, elle procède de cycles, de cyclicité, de temporalité qui sont toutes emboîtées. Et la fréquence rapide, la haute fréquence est aussi importante que la basse fréquence. Et on a complètement invisibilisé la basse fréquence, tout simplement parce qu'on n'y est pas sensible. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut revenir. Il faudrait 2 cours. Il faudrait un cours, on va dire, de biologie, médecine. Et puis, il faudrait un cours de écologie, sciences de la Terre et soins de la Terre. On n'a pas de médecin de la Terre. Or, on aurait besoin de médecins de la Terre. Donnez-moi votre rivière, je vais vous dire ce qui ne va pas. Et pourquoi on n'arrive pas à faire ça? C'est parce qu'on est encore dans une subdivision des savoirs. La biologie, par exemple, qui s'est développée de manière incroyable au siècle dernier, elle ne s'intéresse pas à la Terre. Elle s'intéresse, comme la physique et la chimie, à des processus élémentaires qui sont certes super importants à comprendre, mais elle ne s'adresse pas au tout. Elle ne s'adresse pas au système. Donc il nous faudrait une science du système Terre et qui ait pour conséquence appliquer une médecine de la Terre, exactement comme, grâce au progrès de la biologie moléculaire, aujourd'hui on soigne le cancer. Voilà. Donc je pense qu'il faut tout revoir. Mais ça, c'est compliqué. Le ministre de l'Éducation nationale qui fera ça, il n'est pas né. Enfin, en tout cas en France. Mais je pense que c'est un vrai chantier auquel il faudrait qu'on s'attelle. Alors j'aurai le plaisir de recevoir demain à ce micro la juriste Isabelle Michalet qui viendra nous parler de son ouvrage « Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit ». Y a-t-il une question que vous aimeriez lui poser? Oui. Donc la question que j'aimerais poser, c'est... moi, je suis tout à fait... impressionné par ces efforts récents de donner des droits à des objets non naturels. Je trouve ça absolument incroyable. Comment est-ce qu'on va donner des droits à des temporalités longues? Et en particulier, plutôt que de donner le droit à une rivière, ne serait-il pas plus raisonnable de donner le droit au cycle de l'eau? Parce que la rivière, c'est qu'un état d'un cycle de l'eau. Et la rivière, son état, sa qualité, la quantité d'eau qu'elle transporte, dépend de plein de choses. La pluie, du relief, de ce qui s'est passé la semaine d'avant, etc. Et donc, est-ce que la bonne entité juridique, ce n'est pas le cycle de l'eau? Donc la question, c'est comment j'intègre les cycles qui caractérisent le système Terre dans le droit. Je prends des notes pour demain. Je vous remercie, Jérôme Gaillardet. Je vais passer le micro au public après une courte pause musicale. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Retour sur le plateau du Book Club avec Jérôme Gaillardet et une première question dans le public. Merci pour ce temps et pour cette proposition. J'ai une petite question en lien avec tout ce qui est surface, interface continentale et puis qui fait écho aussi à l'école urbaine de Lyon, qui était le terme associé à ça. C'est quoi penser de la zone critique urbaine qui monte un peu au sein des SIC et voilà, est-ce que c'est une sous-division de la zone critique? Est-ce qu'elle est directement intégrée? Quel rapport autour de ça? Non, moi je milite pour qu'elle soit vraiment complètement intégrée, mais il se trouve que les scientifiques ont ce problème qu'ils préfèrent aller travailler dans le Vercors à la campagne que de travailler à l'intérieur de Lyon.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, puisqu'il y a le bassin versant de l'Iseron à Lyon qui est complètement instrumenté et qui se réclame d'une zone critique urbaine. C'est un des rares exemples de zone critique urbaine. Donc, mais voilà, c'est moins exotique de venir bosser sur le bassin de l'Iseron que dans le glacier des Bossons. Voilà. Mais c'est un tort. Une deuxième question. Oui, merci. Alors moi j'ai lu récemment votre livre, j'étais vraiment très intéressée à la fois par le langage poétique, effectivement, mais les sciences ont le droit et même le devoir, je dirais, d'être poétique. Alors c'est pas une question, c'est surtout quelque chose qui m'a peut-être un peu manqué. Vous avez des pages sur la photosynthèse qui sont géniales. En fait, vous racontez la photosynthèse comme jamais on me l'a raconté. Presque cette notion de feu d'artifice, quoi. Et voilà, je voulais savoir, dans votre propre parcours, à quel moment, en fait, la photosynthèse a été... Enfin, cet événement de la photosynthèse a été si important pour vous. Dans l'écriture même de l'ouvrage, on voit bien qu'il y a quand même... Enfin, moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, que pour vous, c'était super important. Ouais. En fait, il faudrait relire le papier d'Ebelmen, 1845, parce que à la fin du 18e, la photosynthèse, elle a été découverte par une bande de Suisses, dont Sennebier, etc. Et ça venait contrer les découvertes de Lavoisier, le chimiste, qui avait montré qu'un humain rejette un gaz toxique. Et donc Lavoisier avait eu de très belles pages où il disait « c'est pas possible, il y a forcément des mécanismes compensateurs, parce que si les humains et la respiration de tous les vivants rejettent du CO2, la Terre devrait, tous les autres vivants auraient dû mourir. » Donc il y avait cette notion de compensation. Et Ebelmen reprend cette notion de compensation, mais sur le cycle géologique qui se passe sur des millions d'années. Donc pour moi, la photosynthèse, c'est un petit cycle qui s'inscrit dans une série de cycles emboîtés, ce que je disais tout à l'heure, et ce n'en est qu'un par rapport à toute une continuité d'autres cycles beaucoup plus longs qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas sensible. On voit un arbre pousser, on ne voit pas un granit se désintégrer. Mais ils sont impliqués tous les deux dans des cycles du carbone. On voit le charbon, puisqu'on le met dans notre... le pétrole, puisqu'on le met dans notre voiture, et on voit la fumée qui sort de la voiture. Voilà, et ça aussi c'est de la photosynthèse, mais c'est de la photosynthèse il y a des millions d'années. C'est un peu, voilà, je ne sais pas si je réponds, mais... Question suivante. Alors, bonjour. Moi, je voulais savoir si, dans le cadre d'un temps long comme nécessaire aux soins de la Terre, il est nécessaire de construire un nouveau mode de vie. Oui, alors cette question des temps longs, elle m'est beaucoup posée, et en particulier des militants qui sont sur le chantier de l'autoroute de Toulouse à Castres disent « mais qu'est-ce que je fais avec ces millions d'années ?» Parce que moi, mon problème, ce n'est pas le million d'années, c'est la fin du mois ou c'est la non-construction de cet objet que je pense être inutile. Donc, évidemment, on ne peut pas agir sur les millions, voire les milliards d'années qui caractérisent le système Terre. Mais ce que je pense qu'il faut changer, c'est le discours. Et je pense que les discours, c'est très important. On a tous besoin de discours. Et nos discours sur la Terre, moi, je les trouve pauvres. Je trouve que si le combat écologique, c'est juste de se limiter à protéger une liste d'espèces, ce n'est pas un discours suffisant. Je pense qu'il faut réintégrer notre planète, enfin l'histoire de la vie sur notre planète, dans quelque chose de beaucoup plus beau, si je peux utiliser le mot beau, et qui correspond davantage à ce qu'il a forgé au cours du temps. Donc les temps longs, pour moi, d'ailleurs dire que les temps longs nous échappent, c'est complètement faux, aussi. Il y a d'ailleurs une anthropologie géologique qui est en train de se développer. À nouveau, je reprends l'exemple du pétrole. Le pétrole, c'est des roches qui ont 350 millions d'années. On est bien content de les avoir. Donc mon existence à moi dépend de roches qui ont 350 millions d'années. Et l'erreur que l'on fait quand on dit on va compenser le vol Paris-Toulouse en plantant des arbres, qui est colossal, c'est un non-sens du point de vue géochimique, puisque vous compensez un cycle très long par un cycle super court. Voilà. Ça fait partie des erreurs qui viennent de raisonnement, qui viennent du fait que nous n'avons pas ce récit des temps emboîtés sur notre propre milieu de vie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci Jérôme Gaillardet de nous ouvrir à la beauté de la peau de cette terre que nous habitons cet après-midi, ici sur Radio Anthropocène.
On vous laisse rejoindre le compositeur et metteur en scène Jean-Pierre Sévos pour À l'écoute de la zone critique, un atelier de création en collectif avec la voix, le son et le mouvement pour mieux comprendre et percevoir certains fonctionnements et modes de composition de la zone critique. Je précise que c'est ouvert à toutes et à tous, sans aucun prérequis, et c'est à 17h juste de l'autre côté de la cour. On vous retrouve également à 20h au musée Gadagne ce soir dans le 5e à Lyon pour une soirée orchestrée par le journaliste Mathieu Vidard, plongée en zone critique, exploration sensible de l'habitabilité terrienne, en compagnie de la fondatrice de Faune Radio Floriane Pochon, de l'artiste Daniel Pitarch et de l'archéologue de l'eau Virginie Serna. Quant à nous, on se retrouve demain, samedi 23 mars à 16h, pour un nouveau book club en direct et en public avec mon invitée, la juriste Isabelle Michalet, autour de son ouvrage Faire face à l'Anthropocène, les voies du droit. Et maintenant, sur Radio Anthropocène, on s'engage avec Extinction Rébellion. Merci pour votre écoute. Bon après-midi à toutes et à tous sur Radio Anthropocène et à demain. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Pas grave ça.